Il fut président de la Fédération congolaise de football pendant près de 2 décennies. Ancien vice-président de la CAF, il a eu l'insigne honneur de pouvoir présider de façon intérimaire l'instance fuitière du football africain de novembre 2020 à mars 2021. Il fut également membre du conseil de la FIFA et du comité exécutif de la FIFA. Notre invité du jour a un parcours élogieux dans l'administration du football mondial et africain. Il est bien évidemment ici avec nous. Notre invité du jour, c'est M. Constant Omari. Bonjour Monsieur le Président, merci de nous recevoir à Kinshasa. D'ailleurs, merci d'avoir accepté se prêter à ce bel exercice malgré votre agenda un peu chargé. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous recevoir à Kinshasa. Surtout que ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps que je vous ai vu. Voilà. Vous aviez dirigé la Fédération congolaise de football pendant près de 2 décennies, 18 ans donc, de votre vie dédiée à l'administration du football congolais. Aujourd'hui, vous êtes, entre guillemets, ancien président. Quel regard portez-vous sur la gestion du comité de normalisation de la FECOFA, dirigé par M. Nsambe? D'abord, avant de porter un jugement sur la gestion du comité de pilotage, j'aimerais d'abord dire quelle était l'opportunité de cette normalisation. C'est de là qu'on pourra comprendre si normalisation est et quels en est les résultats. Si nous faisons un pas en arrière, au lendemain de ma démission de la fédération, comme le disent nos statuts, mon premier vice-président et les autres sont restés pour assumer l'intérim et assurer la gestion de la fédération. Une année après de leur gestion, je ne sais pas, jusqu'à présent, je n'ai pas l'explication claire de la part de la CAF qui n'a jamais justifié, qui ne s'est jamais justifié sur l'opportunité de l'instauration d'une normalisation. Mais j'ai noté que une année après mon départ, on a balayé tous les amis qui étaient restés pour instaurer la normalisation. Maintenant, si le principe était qu'il y avait une mauvaise gestion et qu'il y avait une conflictualité entre le comité exécutif et l'Assemblée générale, ouais, où il y avait une situation nébuleuse qui faisait que la gouvernabilité de la fédération était devenue impossible, cela pouvait se justifier. Donc à ce moment-là, si nous partons de cette hypothèse, la normalisation allait se justifier. Mais c'est fait fort malheureusement que la normalisation n'avait que pour objectif de supprimer, d'éradiquer tout ce qui avait travaillé avec M. Omari. Ah bon? Et donc, ils sont partis de ce postulat-là pour instaurer cette normalisation. Maintenant, dans la normalisation, quand on la met en place, puisque moi, j'ai participé à la mise en place de la normalisation, en passant, j'étais encore au conseil de la FIFA, quand nous avions décidé d'introduire officiellement le principe de normalisation dans les statuts de la FIFA. Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. C'est un cas, comme on dit, les faits précèdent les droits. On s'est retrouvé devant les faits et qu'on a dit qu'on avait formalisé et qu'on a instauré cela en forme, on a tourné en forme de choses, d'articles qu'on a introduits dans les statuts de la FIFA. Et donc, comme on est parti de ces faux postulats, il y a un monsieur qui s'est adjugé au mépris de principe qu'une normalisation se gère par la FIFA. Okay. Par la FIFA. Et à ce moment-là, la personne était encore directeur des associations nationales au sein de la FIFA. Vous parlez de votre compatriote Véron Moussa Bamba. Il s'est approprié du dossier, il en a fait un dossier personnel. Et en faisant de ce dossier un dossier personnel, il a faussé la donne dans le casting
Okay. Le casting n'est pas allé au-delà de son cercle d'amitié. Il s'est limité dans son cercle d'amitié. Qu'est-ce qui justifie ça? Est-ce que ce ne sont pas des propos, des préjugés par rapport à la gestion de... Non, non, je dis, vous avez cité celui qui préside, celui qui préside la normalisation. Allez voir son passé, ce sont des amis d'un quartier qu'on appelle Yolo ici. Donc Dieu donné Sambi. Voilà, donc ce sont des amis. C'est un ami à... Ce sont des amis. Il a choisi parmi ses amis. Ce sont eux qu'il a mis dans la normalisation. Ça a été dénoncé. Un ancien secrétaire général adjoint de la CAF avait écrit officiellement. Il a détaillé des origines de tout un chacun. Et donc, partant de cela, vous comprendrez que la normalisation a pris un autre sens. Ce n'était pas une normalisation, entre guillemets, régulière, objective, qui devait remettre en place ce qu'entre guillemets les autres avaient décrit. Mais c'était maintenant une normalisation subjective où il fallait donner des coups par-ci par-là. Qu'à cela ne tienne. Ils ont revu les statuts, alors que les statuts venaient d'être revus, de tout un point processus, et beaucoup de choses, ça je ne reviendrai même plus. Et bref, il s'est fait que la technicité, la compétence des gens qui ont été mis dans cette normalisation, qui ont été choisis, était moindre par rapport à la connaissance du football congolais. Ce qui a fait qu'il y ait trop d'artemaillement, mais haut et de bas. Mais pour ne pas vous couper, Monsieur le Président, mais quand même, aujourd'hui, quand on regarde les performances de la sélection nationale et Léopard, on voit que voilà, c'est une équipe qui est en pleine progression, notamment la dernière Coupe d'Afrique des Nations, où les Léopards ont terminé demi-finaliste. L'équipe nationale est 3e dans sa poule de qualification pour la Coupe du Monde, après 4 journées. Donc on peut dire pour l'instant, Dieudonné Sambi et ses hommes gèrent bien le comité de normalisation. Voilà l'erreur que vous commettez toujours. C'est de penser que les résultats de l'équipe nationale, c'est ça le football. Quelle est la connotation des joueurs là-dedans? Quelle est la proportion de joueurs évolués à l'étranger par rapport à ceux évoluant dans le pays? 100%, tous évoluent à l'extérieur. 100% de tous ces joueurs-là que je connais évoluent tous à l'extérieur. Ça signifie que ces résultats n'ont aucune incidence sur le football national. Ok. Et c'est la même erreur qui avait été commise par la Côte d'Ivoire, le Cameroun à un certain moment. Et même le Sénégal. On se trouve avec des équipes nationales qui étaient très hautes, mais le football était très bas parce que dans les compétitions interclubs africaines, vous ne retrouvez pas leur club. Vous comprenez? Oui. Et donc, il faut qu'on se comprenne très bien. L'équipe nationale doit être l'émanation du football national. Parce que c'est ça la cotation. Par contre, si vous surfez, si les joueurs uniquement qui évoluent à l'extérieur, et vous avez un vide. Observez le Cameroun, sa période d'or, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Ouais. Mais leur club arrive à quel niveau? Des compétitions interclubs? Nulle part. Ouais. Vous comprenez? Et donc, c'est là que j'ai toujours dit que, et ça soit dit en passant, celui qui a choisi cet entraîneur, c'est un de mes collaborateurs. Okay. Ce n'est pas les Sambi, ce n'est pas eux. Le choix des sables de consort, c'est Patrice Manguinda et les autres qui ont travaillé là-dessus. Alors, deuxième élément. En 2015, l'équipe nationale était 3e. Elle avait la médaille de bronze. Oui, c'était sous votre c'était Guinée équatoriale. Ouais. Je dis que l'équipe nationale est dans une phase ascendante. Pour moi, elle n'est pas encore arrivée. Okay. Il faut que les potentialités continuent à être exploitées. Pourquoi je le dis? J'observe 65% des joueurs qui jouent aujourd'hui, de cette équipe nationale, qui jouent à l'extérieur, les performances à l'extérieur ne sont plus très bonnes. Bon, on va parler de Yohan Wissa, il est... Je dis 65%. Avec Brentford. Je dis ceci. Oui, on va faire cet exercice. On parle de Yohan Wissa, il est en forme dans son club. L'attaquant Bakambu, il commence par retrouver. J'ai dit ceci. Second souffle. Okay. J'ai dit 65%, c'est pas les 100%. Ok. N'est-ce pas? Ok, président. 65%. Ça signifie quoi? La meilleure des choses, c'est que cette constance-là soit progressive. Okay. Qu'elle soit progressive. La gestion de l'équipe nationale dont vous parlez, est-ce qu'elle est gérée par la fédération?
Oui, parce qu'elle a des prérogatives pour gérer la sélection. Non, je pose la question. Même s'il y a des suspicions. Non. Il y a des suspicions selon certains observateurs, c'est le ministère. Je dis ceci. Moi, je te parle en tant que Congolais. Didier Boudimi qui gère, mais après, dans les faits, c'est le comité de normalisation qui est... Moi, j'étais président de la fédération. Ok. À mon époque, ça ne se passait pas comme ça. Je gérais l'équipe nationale. Vous comprenez? Ok. Je gérais l'équipe nationale. Quand je te le dis, l'équipe nationale est gérée là où elle sait. Que je ne veux pas m'attaquer à des personnes ici. Donc pour vous, monsieur le président, pour vous, aujourd'hui, la fédération, le comité de normalisation, dirigé par le président de Donald Sambi et ses amis, ont perdu de leur influence et qu'il y a l'ingérence du politique dans la gestion de la fédération. Mais c'est facile. C'est facile. Allez poser la question à l'entraîneur. Il voit qui est à la fédération. Ok, on va essayer. Non, je ne voudrais pas créer la zizanie. Okay. Je voudrais bien que l'équipe continue sa progression. Mais je sais de quoi je parle. Okay. Aujourd'hui, l'équipe n'est pas gérée par la fédération. Il y a trop d'indiscrétion, n'est-ce pas? Elle n'est pas gérée par la fédération. Et c'est ce qui justifie que ce monsieur n'a pas d'ordre à recevoir de la fédération. C'est textuellement, vous avez connu ça chez vous avec Claude Leroy, ouais. Vous avez connu ici, à Brazzaville, à un certain moment, c'était pareil, ouais. Beaucoup de pays africains, c'était pareil, parce que les entraîneurs avaient droit au chef d'État. Ouais. Dès lors qu'il avait ce numéro de téléphone, il parlait. Vous savez, je vais vous donner une anecdote. Okay. Claude Leroy est arrivé ici, un jour je l'ai amené à la présidence, et fortuitement, il a demandé le numéro de chef du président de la République, ancien Kabila. Ouais. Et un jour, le président Kabila m'appelle pour dire, mais c'est quoi ces messieurs, même quand je suis dans la salle de bain, de m'appeler. C'est quoi cette affaire? J'ai fait venir l'entraîneur et le président m'a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Il ne prenait plus au téléphone. Ok? Ouais. Et il était obligé, jeudi, il est revenu vers moi. On a remis les choses en ordre. Ouais. Et c'est ça l'autorité de la fédération. C'est pas que moindre chose, je vais appeler le président. Moindre chose, je vais appeler le président. Deuxièmement. Et troisièmement, il se passe beaucoup de choses dans cette équipe nationale. J'aimerais bien que la phase ici des compétitions, phase qualificative, puisse se terminer pour que nous puissions nous retrouver pour en parler. Ok, et justement, qui gère la logistique de l'équipe nationale. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. J'aurais appris, selon les indiscrétions, que cette société porte du sélectionneur Sébastien Desables. Est-ce que vous voulez affirmer? Je ne voudrais pas le confirmer. Mais je vous dis que dès que la compétition, les deux phases vont se terminer, Cannes et Coupe d'Afrique, à ce moment, nous en reparlerons calmement. Bon, justement, durant votre magistère, vous vous êtes battu pour que les Léopards puissent jouer. Il y avait un secrétaire au siège combien de fois? Ça ne dépasse pas 6 fois. Non, mais pourtant... non, vous avez dit qu'on parle clairement. Okay, laissez-moi terminer. Ouais. Allez vérifier par mois. Le secrétaire général passe combien de temps à la CAF? Véran Monsengomba. J'ai dit, allez vérifier. Il passe combien de jours à la CAF? Mais on le voit sur tout le terrain, tout le temps. Je pose la question. Je dis ceci. C'est aussi dans l'administration du football africain. J'ai dit ceci. Ok, monsieur Omar. Le secrétaire général, allez le vérifier. Il passe combien de temps au siège de la CAF en train de gérer l'administration de la CAF? Ok. Vous comprenez? Ouais. Alors, quand le président et le secrétaire général sont tout le temps dans des voyages, ça pose problème. Ce qui justifie que pour recevoir des réponses, ça vous prend du temps, n'est-ce pas? On fait venir des personnes qui ne connaissent pas la réalité du football africain. Ils sont des Africains. Mais vous avez des nationalités étrangères, vous avez vécu à l'extérieur, vous venez, mais attention. Quelle est l'image qu'on donne à la CAF? Voilà, donc sur le plan économique, on pourra dire qu'il y a quand même des efforts qui se font à ce niveau. C'est vrai, je le reconnais, qu'on a donné, on a augmenté la cagnotte. Au profit de quelle dette, je ne sais pas. N'est-ce pas? Il y a eu une explosion au profit de quelle dette? Non, ne parlons pas d'explosion. Ne parlons pas d'explosion, cher ami. Ça me fait mal quand les gens veulent. C'est des illusions. Et ça a toi quitté la CAF, il a laissé un contrat avec un minimum garanti de 1 milliard de dollars. On a poussé le président Hamad pour qu'il puisse casser ce contrat-là, en lui promettant monts et merveilles. Nous sommes aujourd'hui le 17 ou le 18, le 18 février. Quel est le contrat d'un minimum d'1 milliard de dollars qui sont signés? La meilleure gestion. Quel est le contrat? C'était moi, quel est le contrat?
Des minimums garantis des milliards de dollars qu'ils ont signé. C'est ça la bonne gestion. C'est ça la bonne politique. C'est ça le bon sponsoring. Qu'est-ce que ça? C'est quoi? Explosion de quoi? Explosion de quoi? N'est-ce pas? Quelle est la dette? Vous avez suivi l'une des dernières assemblées générales. Ouais. Je pense que vous avez vu le discours, vous avez suivi les discours du président de la commission économico-financière, la commission financière de la CAF. Ouais. Vous n'avez pas vu le désarroi quand il citait un sommet s'est arrêté. Il a dit bref, le reste vous verrez, on vous en verra après. Vous n'avez pas observé son désarroi quand on est en train de masquer des chiffres. Ce sont des accusations graves, monsieur. Je dis ceci, j'ai suivi à la télévision comme tout le monde. J'ai suivi à la télévision comme tout le monde. Il a commencé à présenter son rapport financier. À un certain moment, il s'est arrêté. Il a dit que le reste, vous verrez après. Et après que nous apprendrions qu'il y a des chiffres qui avaient été masqués. Si vous êtes journaliste africain, vous n'avez pas suivi ça, dommage. Je l'ai suivi, mais après... Mais alors, comment vous allez me dire que c'est l'expression? Oui, après, ça c'est votre interprétation. Est-ce qu'on a donné des explications après? Ils ont masqué... A-t-on fourni des explications après? Sur les chiffres. A-t-on fourni des explications après? A-t-on fourni des explications après? Je ne sais pas. J'ai dit, a-t-on fourni des explications après? Évoquons un autre sujet. La cagnotte, c'est vrai, et il faut qu'on le dise. Le premier à avoir augmenté la cagnotte, c'est Ahmad. Ouais. C'est Ahmad, c'est nous quand nous étions là qu'on a décidé, 2019, voilà, qu'on a décidé d'augmenter la cagnotte. C'est normal, si la cagnotte ne fait qu'augmenter, c'est normal. C'est la normale des choses. Le contraire nous aurait étonnés. Évoquons un autre sujet similaire, la Coupe d'Afrique des Nations, qui est la compétition phare du football africain. Pour la première fois, et c'est une chose assez inédite, la compétition va se dérouler en espace de 2 années. C'est-à-dire, on commence en décembre 2025 et elle va se terminer en janvier 2026. Alors que pour toutes les grandes autres compétitions continentales, notamment l'Euro, on va parler de la Copa América et de la Coupe d'Asie des Nations, c'est à une date figée. Quel est votre regard sur la question? Vous retombez toujours sur le débat que nous venons d'avoir. Le calendrier universel de la FIFA. Quand Gianni a commencé à créer ses compétitions, chercher à créer des compétitions, des clubs, tout cela, qu'a fait l'UEFA? L'UEFA a rempli tous les vides qu'il y avait. À part la Ligue des Champions, à part l'Europa League, ils ont créé quoi encore? La Coupe des Nations. La Ligue des Nations. La Ligue des Nations. Ils ont créé quoi encore? Ils ont créé 2 compétitions. Oui, la Ligue des Nations, la Conférence League. Conférence League, tout ça. L'Europa League, ouais. Voilà. Ça bloquait toute la possibilité de Gianni de venir grignoter dans leur calendrier universel. Ouais. Il s'est retourné, qui était comme d'habitude, la régence. L'Afrique était là pour grignoter. Bon, on vous prend là-bas. Comme j'ai parlé de pays bénis, oui, on prend, oui, on donne. Mais les conséquences, c'est que le pauvre Maroc, tout de bonne foi, qui devrait abriter une compétition, il a fallu 2 ans pour jouer une compétition. C'est ça le problème. Ça va se jouer maintenant en hiver. Ouais. Hein? Ça se joue en hiver. Mais tout simplement, c'est là. En fait, plus on avance, plus je crois que vous commencez à me rejoindre. Quand je vous explique que c'est cette régence-là que je n'accepte pas. Il n'a pas grignoté sur le Comebol. Il n'a pas grignoté sur le CONCACAF. Il n'a pas grignoté, l'UEFA avait bloqué. L'UEFA a compris, ils ont tout bloqué. On s'est retourné vers le plus faible, c'est qui? C'est l'Afrique. La CAF. Bon, mes amis, bon, vous savez, situation, tout, bah, bon, voilà, vous donnez. Et quitte à vous, soit dit en passant, beaucoup de gens ne le savent pas. Les conflits, CAF, FIFA, Ahmad à la tête et nous tous là. Ouais. Vous savez que Gianni avait demandé à un certain moment que la CAF puisse accepter que la CAN ait toutes les 4 années. Ouais. Une fois toutes les 4 années. Oui, on l'a appris. Au Maroc. Ouais. Au séminaire du Maroc. Il a annoncé aux associations nationales sans l'avis du comité exécutif. Mais au comité exécutif, nous avons remis cela en cause. Ouais. Une des pires d'achoppements. Vous comprenez? Ouais. Parce qu'il voyait déjà
comment décaler donc les compétitions de la CAF, on peut les sacrifier, pour autant que moi je puisse profiter de ce calendrier universel. Okay. Parce qu'ailleurs on ne peut pas me le permettre. Mais nous ne savons pas que cela a un impact négatif sur nous. Nous, les fonds que génère une CAN ne sont pas comparables à ceux que génère, une Coupe d'Afrique, plutôt une Coupe du Monde. Ouais. Ça génère beaucoup d'argent. Nous n'avons que la CAN chaque 2 ans. Ce qui nous permet de supporter les autres compétitions. Okay. Vous comprenez? Et donc, c'est cette régence-là dont je parlais ici qui a fait qu'effectivement, on va jouer aujourd'hui sur 2 ans cette CAN. N'en déplaise au roi. C'est sur 1 mois, mais c'est 2 années. Oui, mais ça j'ai dit, ouais. À cheval sur 2 années, ouais. N'en déplaise, mais pour autant que la CAF a fait la concession. Parce que tout simplement, si nous avions les mêmes relations adultes comme l'UEFA, on n'allait pas le permettre. Et donc, il n'allait pas créer ces compétitions à 24 clubs. La Coupe du Monde à 24 clubs. Et vous verrez, même dans les arrangements, vous verrez chaque fois, ce sont les 16 clubs, les clubs des 16 européens. Quand ils montent au créneau, on essaie de dire à la CAF, est-ce que vous ne pouvez pas revoir les dates de la CAN, que ça se joue pour le mois de février, parce que ce sont les clubs qui payent les joueurs, et c'est tout ça là. Et donc, c'est nous toujours qui faisons les sacrifices. Les sacrifices viennent toujours du côté de la CAF. Et c'est ce que je n'approuve plus, moi. Et la CAN est peut-être la solution. Vous parlez de manque de leadership au sein de la gouvernance du football africain. Quel est votre message? Quelle est l'approche de solution que vous proposez aujourd'hui pour ces différents présidents de fédération qui apparemment sont d'accord à vue d'œil avec la gestion du je ne veux pas le citer, je ne veux pas citer son nom. Mais dans une de mes dernières conversations avec quelqu'un de la FIFA, ouais. Il m'a dit, Monsieur Marie, quand vous parlez de leadership au niveau de la CAF, beaucoup de fédérations africaines n'ont plus le leadership que vous autres, vous aviez à votre époque. Ok. Quelqu'un, je ne cite pas son nom. Ouais. Il m'a dit la même chose. Dans la conversation. Ouais. Il m'a dit le drame, on était en train de débattre de tout ça. Il me dit, le drame c'est que à la tête de beaucoup de fédérations africaines, il y a plus de leadership que vous aviez à votre époque. Ça dit tout ce que ça dit. Ouais. Ok, dans un passé récent, vous avez eu des démêlés tout juste après la gestion de la présidence par intérim de la CAF avec le jury disciplinaire de la FIFA. Par après, vous avez été blanchi. Aujourd'hui, à 67 ans, vous parlez de manque de leadership. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que M. Omari puisse prendre son bâton de pèlerin et siffler la fin de la récréation en se présentant pour, on va dire, un poste dans les prochaines années au sein de la CAF ou au sein de la FIFA? Est-ce que vous en avez encore la capacité? Je voudrais être honnête avec vous. Ouais. Je ne crois plus à un poste au niveau de la CAF ni de la FIFA. Tout simplement parce que la philosophie qui gère aujourd'hui au niveau des 2 instances serait incompatible avec ma façon de voir les choses. Ah bon? Incompatible. Je suis de la nature des gens qui savent dire oui et non. Or, la philosophie d'aujourd'hui n'est pas celle-là. La philosophie d'aujourd'hui veut que les gens disent oui. Quand tu dis non, tu es la mauvaise herbe qu'il faut vite couper. Ok. Vous comprenez? Et ça se constate tant au niveau de la FIFA qu'au niveau de la CAF. Parce que mes malheurs proviennent tout justement de cette capacité de dire oui et non. Parce que j'étais le grain de sable qui dérangeait, qu'il fallait à tout prix extirper. C'est ça. Et si la donne n'a pas encore évolué, vous savez, il y a très peu de politiciens qui ne font pas attention. Ce que nous vivons au niveau de la FIFA, c'est textuellement ce que les politiques vivent au niveau des Nations Unies. Ah bon? C'est qu'il y a quelque part des grands qui pensent que il y a des petits qui ne peuvent pas évoluer. Ils font mettre bas sur les... Voilà, c'est ça, c'est textuellement ça. C'est textuellement ça. Même basse. On estime que ceux-là ne peuvent pas bouger. Ceux-là ne peuvent pas lever les tons. Ils ne peuvent pas monter. C'est textuellement la même chose. Et on va dire donc, aux petits de se mettre ensemble et de se battre. Vous l'avez dit dans vos propos, l'Afrique c'est 54 fédérations. Oui. Et c'est la plus grande part au niveau de la FIFA. Parmi les 211, je ne sais pas, associations de la FIFA.
Pourquoi, comment peut-on expliquer que ces 54 ne parviennent pas à se mettre d'accord pour, on va dire, impulser une nouvelle dynamique pour que l'Afrique se fasse respecter? C'est clair, c'est très clair. C'est très clair. J'aime pas trop parler de lui, personnellement. Le président Saïtou, c'était un véritable leader. Quand lui n'était pas d'accord, il nous réunissait, nous tous. Nous tous qui étions au comité d'abord de la FIFA ou au conseil de la FIFA. On vient de la réunion des présidents des confédérations. Il y a telle chose qu'on propose, l'Afrique ne peut pas accepter ça. C'est contre nos intérêts. Ok, nous parlons tous le même langage. On harmonise les arguments. Et on montait là-bas, on soutenait nos points de vue. Ok? Quand ça n'allait pas dans une assemblée générale de la CAF, le président Saïtou disait qu'il devait nous mettre d'accord, nous lever parce que nous ne pouvons pas accepter telle chose, telle chose, telle chose. Ça se faisait. Aujourd'hui, ça ne peut plus se faire. Ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus aujourd'hui. Vous comprenez? Ceci explique cela. C'est pour ça que moi je parle de leadership. Parce que un petit président de fédération qui se lèverait seul pour dire n'accepte pas ça, on va vite casser, on va occuper la tête. Mais s'il y a une dynamique où les Africains disent on s'est réunis, il y a telle chose, l'Afrique ne peut pas accepter cela. Il y a une dynamique du groupe de la Confédération. Et on bloquait cela. C'est qui ne peut plus se faire aujourd'hui. Ça ne peut plus se faire aujourd'hui. Moi, je vous donne des cas d'exemple. Quand nous devions aller pour la réforme de la FIFA, en 2015, la commission Carrare, moi et Ania Bourouda, nous représentons l'Afrique. Avant de partir, le président nous a dit, voici les combats de l'Afrique. Nous devons nous battre pour obtenir ça. Nous devons nous battre. Les 9 clubs dont on parle, les sélections nationales aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, monsieur. La Coupe du Monde de 26. Là. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est 2015. C'est 2015 que nous obtenons cela à la réforme de la FIFA. Aujourd'hui, Gianni Sebombé l'a toujours donné 9 places à l'Afrique. Non. Il me suit le sait, puisqu'il était là, il représentait l'UEFA. Ils étaient à deux, nous représentons l'Afrique et l'UEFA. C'est pendant ces travaux-là que nous avons obtenu les 9. Parce que nous sommes, le président Saïtou nous a dit, notre combat aujourd'hui, c'est... D'ailleurs, on avait obtenu 9,5. 9,5, exactement. 9,5. Parce que le 10e, on devait se battre contre l'Océanie. Donc, il y aura des barrages. Vous comprenez? À la fin, avec une sélection et donc, c'est ce leadership-là, malheureusement, dont je parle aujourd'hui, qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Parce qu'on est prêt à courber les chines. Amen. Amen. Et donc, le pouvoir aurait dû vite. Si on constate qu'au niveau de la CAF, c'est vide, ben, il faut en profiter. Il faut en profiter. Mais si on sent qu'il y a un point dur, on négocie. C'est ça ma préoccupation. Et donc, bref, pour vous résumer, ces deux donnes-là n'ont pas changé. Je me vois très mal aller encore à la CAF ou à la FIFA. Parce que ça serait peine perdue. Voilà. On s'approche tout doucement vers la fin de cet entretien exclusif. Mais avant, permettez-moi d'évoquer cette actualité brûlante. La candidature du président Samuel Eto'o a été rejetée. Et justement, parce qu'il y avait une procédure qui a été lancée contre lui par le jury disciplinaire de la CAF. Et il est en train de se battre pour pouvoir véritablement avoir la décision là et pour la contester au niveau du TAS afin de se présenter pour la prochaine Assemblée Générale du 12 mars au Caire, lors de laquelle le bureau, il y aura l'élection au niveau du comité exécutif de la CAF. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis sur le sujet? Il y a de quoi plusieurs observateurs disent que Samuel Eto'o est une personnalité de par son charisme, sa stature, sa posture, qui dérange justement la FIFA et la CAF, et donc ils veulent, on va dire, faire black-out sur sa candidature. Je suis triste et malheureux. Je suis triste et malheureux parce que tout simplement, nous revenons encore sur ce que je viens de dire. Indépendance d'esprit, tu déranges. Quand tu déranges, il faut pas, c'est la mauvaise herbe qu'il faut couper. Parlons-en un peu des sanctions. Nous sommes des sanctions. Il y a une sanction qui peut t'empêcher de briguer un poste même dans l'avenir. C'est quand tu es sanctionné en disant interdiction formelle d'exercer toute activité liée au football à vie. Si on te dit
on te dit tu es sanctionné par exemple, suspendu pour 5 ans, 6 ans, 10 ans, avec interdiction d'assumer toute fonction liée au football à vie. Ouais. Ça t'empêche de briguer avec quelqu'un au mandat. Si on te dit tu es suspendu, tu es sanctionné avec interdiction d'exercer toute activité liée au football pendant 1 année. 1 année après, tu deviens apte à briguer. Vous comprenez? Ouais. Donc, c'est limitative. Ce n'est pas à cause de ça qu'on va t'empêcher, parce que tu as eu à purger l'année. Ce n'est pas à cause de ça qu'on va t'empêcher. La sanction ne t'a pas dit que à vie, non. On te dit c'est limitative dans 1 année. Ouais. Ok. Ouais. Et donc, quand on parle de ce principe-là pour bloquer sa mesure, ça ne s'explique pas. Il y a eu des jurisprudences. Il y a eu des jurisprudences. À l'époque, je ne vais pas citer les noms. Les Seydou, mon ami qui était en Guinée. Ouais. Soirée. Tous les soirées, ouais. Voilà. Il y a eu des jurisprudences. Ouais. Ils avaient été acceptés. Le candidat a été accepté. N'est-ce pas? Ouais. Mais pourquoi, s'agissant de Samuel, on veut le bloquer? Pourquoi? Et encore que, j'ai appris, il est allé en appel. Ouais. Il aurait gagné un appel. Pourquoi la CAF jusqu'à aujourd'hui refuse de publier cette décision de l'appel? Pourquoi? Pourquoi? Ça signifie que c'est du banditisme maintenant. Ça c'est vraiment du banditisme dans la gestion. Il y a une décision, tant que c'est contre la CAF, on ne publie pas. On va vous dire après, on est entré dans une consultation internationale, tout ça là. C'est pas normal. C'est ce que j'ai dit, on est en train de fausser les béabas du football africain, la gestion du football africain. Ce monsieur, ce garçon, ce jeune frère que je fréquente, que j'aime bien, il a été un grand joueur, il a géré sa fédération, bon gré mal gré, il a réussi à canaliser, à stabiliser sa fédération. Après toutes les vagues qu'il y a eu, j'en sais quelque chose. Il s'est posé comme, il a posé sa candidature, tout simplement parce que sa tête ne plaît pas. C'est encore, voilà, en fait, on voit un peu, c'est comme les excroissances de Omar partout. Hein. Des contestataires, des gens qui ont une forte personnalité, des gens qui ont une indépendance d'esprit, qui peuvent encore venir remettre en cause. Nous, on a besoin de moutons, des oui-oui, tout ça là, tout le monde derrière, ainsi de suite, comme des canards gavés. C'est ça qui nous intéresse. Et voilà, c'est uniquement ça. Moi, je désapprouve. Je vous ai dit que j'étais triste et malheureux. Triste et malheureux. Ce n'est pas de cette CAF dont on a rêvé. Ce n'est pas de cette CAF qu'on a aujourd'hui. Si on veut que tout le monde s'aligne, tout le monde veut être le mouton béni oui, comme des moutons à tondre là, des moutons à chose. Les moutons à tondre là pour confectionner, je crois ça encore là. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que il n'a pas été sanctionné à vie. Ouais. C'est une petite sanction limitative. Après, auquel cas, pourquoi on ne dirait pas, mais tout le monde serait sanctionné à vie? Interdiction d'exercer à vie. À ce moment-là, on dirait non, soit c'était à vie, tu ne peux pas briguer. Moi, la commission de la FIFA, comment on s'appelait, d'éthique de la FIFA, la police politicienne de Djani, m'a dit tu es suspendu pour 1 année avec interdiction d'exercer toute activité de football pendant 1 année. J'ai dit, je ne discute pas parce que je connais. Je dis amen parce que je connais les raisons. Je suis resté calme. Ouais. Mais qui peut venir m'empêcher aujourd'hui pour dire non, tu ne peux plus briguer? Qui? Normalement, non. Parce qu'après 1 année, tu deviens éligible. Ouais. Tu peux exercer. Qui peut exercer, ça fait quoi? Tu es éligible. On ne met pas, nous voulons une CAF propre. Quelle CAF propre? C'est ce qu'on appelle CAF propre? Ou c'est le banditisme dans la gestion? C'est à la tête du client. Embêté, une canne qui va se jouer en Côte d'Ivoire, le U20. Ouais. C'est en Côte d'Ivoire. Oui, c'est en Côte d'Ivoire. Quand a-t-on connu le pays organisateur de la phase finale par rapport à l'évolution de la compétition? Ça fait moins d'1 année. Non, non. La compétition a commencé, on ne savait pas quel c'est le pays organisateur de la finale. Vous le savez bien, ou vous ignorez. C'est vers la fin qu'on a commencé à chercher qui peut organiser. Il y a eu 12 pays qualifiés, non? Ouais. La Côte d'Ivoire ne s'était pas qualifiée. Ouais, elle ne s'est pas qualifiée. Mais la Côte d'Ivoire a demandé, on a demandé à la Côte d'Ivoire d'organiser. Ouais, parce qu'ils ont des belles infrastructures après la CAN. Mais la Côte d'Ivoire a posé une condition. Ouais. Qui est un club ivoirien aussi, qui est la sélection ivoirienne. Ça fait 13 équipes.
Est-ce que c'est normal? C'est ça la prévoyance. C'est ça la prévoyance. C'est ça que moi je vous dis, écoutez, ne faisons pas semblant de gérer et sans aucune prospective. Sans aucune prospective. Et puis ne donnons pas l'impression que la CAF est devenue le béni oui-oui de la FIFA. Je pense qu'aujourd'hui, la CAF a l'obligation, parce qu'elle n'est pas membre de la FIFA. Ouais. C'est seule l'association nationale qui est membre de la FIFA. La CAF, en tant que confédération, gérant 54 associations nationales, a l'obligation de rester en harmonie avec la FIFA, n'est-ce pas? Oui. Mais il faudrait une collaboration adulte. Pour moi, il faut une collaboration adulte. Là, vous rejoignez les observateurs du football africain qui sont quand même mal à l'aise par rapport à une forme d'impasse, on va dire, de colonisation de la FIFA sur la CAF. Parce que j'ai parlé avec un dirigeant récemment, il m'a fait voir une petite image qui était un peu significative, parce que à la CAN, lors du match d'ouverture le 13 janvier dernier, le président de la FIFA était là et il a fait un discours. Et il me disait, à titre comparatif, lors du match d'ouverture de l'Euro 2024 en Allemagne, Gianni Infantino était là, mais c'est seulement le président Ceferin qui a parlé. Donc, que pensez-vous de cette image-là? J'ai participé, déjà avec Blatter, j'ai participé à 2 assemblées générales de l'UEFA, invité par mon ami Michel Platini, qui est un grand ami jusqu'aujourd'hui. Ouais. J'ai participé à 2 assemblées générales de l'UEFA. Blatter, président de la FIFA. Nous les invités. L'honneur, nous étions assis en face du bureau de l'UEFA, ouais, sur la première rangée du public. Nous étions là. Blatter, nous tous nous étions là. Ouais. Ça, c'est la première image forte. Deuxième image forte, il n'y a pas eu de discours de Blatter. Il a parlé, il a souhaité la bienvenue. À la fin, il a conduit son discours. Nous sommes allés en Israël. Deuxième, Michel est toujours président. C'était la même chose. C'est vrai que l'hospitalité africaine est différente de l'hospitalité européenne. On lui fait la part belle, elle est au même banc que le comité exécutif, tout ça là. Mais ça donne l'impression que nous sommes dans une régence. Ça donne l'impression que nous sommes dans une régence. Quand je vois que pour remettre le trophée de la CAN, le président de la FIFA doit venir avec le président de la CAF, chacun tient une oreille pour aller remettre la chose. Ce n'est pas normal. Ça, c'est une cérémonie de la CAF. On dit un certain partenariat. Voilà. L'honneur est accordé au président de la CAF. Et comme, par enchantement, lui-même, il s'est compris dans ça. Non, la CAF s'est compris dans ça. Je comprends bien. Je suis bien aise pour le dire, parce que sa première élection à la CAF, à la tête de la CAF, c'était le fait de Gianni. C'est Gianni qui a fait toute la campagne, celui qui a convaincu les uns les autres de être des candidats. Après, ils étaient libres. Ils avaient le pouvoir discrétionnaire, monsieur le président, de refuser. Vous permettez. Vous parlez de Jacques Anouma, vous permettez la fameuse réunion du Maroc, tout ça. Allez-y, ouais. La fameuse réunion du Maroc. Est-ce qu'ils pouvaient le faire en Europe? Ça, on ne le fera jamais. Je pose une question. Oui, non, il ne faut pas, vous ne le ferez jamais. Est-ce que sera-t-il allé le faire en Europe? Moi, je n'ai pas été dans la fiction, monsieur le président. Je dis que moi, je suis dans le fait de l'action parce que j'étais dirigeant. Il ne pouvait pas le faire en Europe. À titre d'exemplatif, une fois, il a tenté de donner une injonction à l'Amérique latine. Le président de Comebol a écrit une lettre, en raison copiée à tous les membres du conseil, dont moi aussi. Ouais. Une lettre très sèche pour le ramener pour l'Itugère là-bas, mais pas ici. Vous comprenez? Ouais. Donc, il ne peut pas le faire. Il ne pouvait pas le faire. Et ce sont des gestes pareils qui me poussent à croire que nous devons avoir des relations adultes. Il faut avoir une indépendance d'esprit par rapport à la FIFA. Okay. Pas désobligeant, mais une relation adulte et des points de vue clairs. Vous comprenez? Ne donnons pas l'impression que nous vivons sous une régence de la FIFA. Ouais, et ça, ce n'est pas bon. Okay.
ça, vous cassez un peu l'ambition, vous cassez les ambitions de ce que pensent les Africains, qui pensent qu'ils doivent être indépendants. Aujourd'hui, mieux qu'hier. L'Afrique doit s'affirmer dans son indépendance. Et justement, je comprends votre avis. Mais après 4 ans de gouvernance, justement, ce sont les présidents de fédérations, de confédérations, d'unions zonales qui ont, selon certaines indiscrétions, et j'ai même eu le privilège d'en discuter avec un des présidents qui m'a accordé une interview exclusive, il m'a confirmé que c'est eux qui ont demandé au président Dr Motsepe de briguer un second mandat. Si il est soutenu, et d'ailleurs il est le seul candidat en lice, c'est-à-dire que sa gestion, elle est bonne pour ces présidents de fédération. Pour ces présidents de fédération. Pas tous les présidents de fédération. Et c'est eux qui administrent le football africain avec lui. Ils connaissent mieux les réalités, monsieur le président. J'étais dans le jeu, j'étais sur le terrain. Ouais. Je sais comment ça se passe. Ok? Comment ça se passe? Expliquez-nous. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Je sais comment ça se passe. Ok? D'abord, qu'est-ce qui a justifié qu'il soit le seul candidat? Parce que l'autre n'avait pas d'ambition? Ouais, c'est parce que... Parce que les autres n'avaient pas d'ambition? C'est parce qu'il a eu un bilan élogieux. Non, ce n'est pas un problème de bilan élogieux. Par le simple fait que le créateur du premier mandat estimait qu'il devait avoir un deuxième mandat. Et le même créateur du premier mandat est en train d'en pour convaincre... le créateur du premier mandat? Voilà. Vous le savez bien, c'est Gianni. Il ne faut pas avoir peur de citer son nom. Ah bon, monsieur Infantino? Oui, c'est lui le créateur du premier mandat. Et donc, il a estimé, bon, qu'il ne fallait pas qu'il y ait une candidature qui s'oppose. Et vous constatez d'ailleurs, cela, c'est la préfiguration. Tout le monde veut être candidat au conseil. N'est-ce pas? Oui. Tout le monde veut aller maintenant au conseil de la FIFA. Mais pas... Même pas la CAF. Non, il y a quand même des candidats qui... Je parle très bien des anciens membres du comité exécutif. Citer la liste des anciens membres du comité exécutif. Je crois que c'est 100% qui veulent aller au conseil. Oui, on a le vice-président Hassan Ouabeli. Je dis, vérifiez la liste. C'est tout le monde qui est candidat au conseil. N'est-ce pas? Oui, de la FIFA. Est-ce qu'il y a combien de places là-bas? 7. Il n'y a que 7 places, non? Oui. Pour toute cette liste-là? Ça ne traduit pas un certain malaise au sein de la CAF. Non, en fait, on peut traduire ça comme, on va dire, une maturité de démocratie, parce que justement, les esprits, les ambitions sont libres d'être... Voilà. Une maturité de démocratie, il faut avoir de la substance pour défendre les intérêts africains. Et vous pensez que vous... N'est-ce pas? Non, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Il n'y a pas un leadership africain qui s'occupe de la gestion des ambitions en fonction des intérêts de la CAF et des objectifs de la CAF. C'est ça qui fait cela. Que tout le monde veut aller là-bas. Pour faire quoi? Pour défendre quel intérêt? Quelle est l'identité commune et la ligne de défense des intérêts africains pour monter au sein du Conseil de la FIFA? Ça pose problème. Nous, à l'époque, et à son âme, on peut dire qu'il était autoritaire, mais il était un leader. Avec le président, il nous arrivait de discuter pour voir quelles sont les ambitions. Voir qui sont mûrs, qui sont prêts pour monter là-bas, pour défendre réellement. Parce qu'il fallait faire preuve au comité d'abord de la CAF. Ouais, il faut avoir une connaissance de... Une maîtrise des textes, une connaissance des choses, des jurisprudences et de suite. Et surtout la préservation des intérêts du football africain. Et avoir la capacité de tenir tête aux gens. C'était pas parce que je veux aller là-bas. Il y a des gens, je parie fort, ils viennent de passer 4 ans de mandat au Conseil de la FIFA qui n'ont jamais pipé un seul mot. Qui n'ont jamais pipé un seul mot. Du début à la fin, oui, qui sont d'accord, oui. Oui, bah alors. C'est ça. Quand moi j'ai pas de relations adultes, ça signifie qu'il faut se regarder droit dans les yeux. Il faut se regarder droit dans les yeux. Il y a un déphasage aujourd'hui quand tu observes l'UEFA, comment est-ce qu'elle évolue par rapport à la CAF. La CAF donne l'impression d'un bébé qui continue à donner le biberon.